Comment ne pas succomber à la beauté du Japon, à la richesse de ses décors, à ses palettes de couleurs et surtout à son personnage principal, Amélie, petite fille de 3 ans et héroïne du film Amélie et la métaphysique des tubes. Bonjour, c'est Lapin et aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un film d'animation français. J'avais entendu parler de ce projet en 2021 parce que j'avais vu le pilote exclusif et depuis, les images étaient gravées dans mon cerveau. J'en ai parlé plein de fois en live à l'époque où j'étais encore sur Twitch et vraiment, mais j'avais tellement hâte de voir ce film parce que c'est une adaptation, en plus de ça, d'un de mes livres préférés quand j'étais adolescente, La métaphysique des tubes d'Amélie Nothomb. Moi, en tant que bonne weeb, j'adorais lire des histoires qui se passent au Japon. Et ce petit roman de 150 pages m'a marqué à vie. Dans celui-ci, on va y suivre la vie d'Amélie Nothomb, de son passage de sa naissance à ses 3 ans. Donc le passage de la petite enfance à l'enfance. C'est là où les enfants transitionnent d'être un espèce de dieu, d'avoir l'impression d'être le centre du monde, à finalement un état où ils font partie du monde. Et donc il y a ce deuil, ce lâcher prise où l'enfant doit accepter ça pour finalement s'ouvrir au monde et faire partie du monde totalement, quoi, créer des liens et on perd quelque chose, peut-être cet état divin, mais aussi pour gagner quelque chose d'incroyable, quoi, qui est donc voilà l'aventure de la vie. Et la personne que vous venez d'entendre, c'est Lian Cho, un des 2 réalisatrices de ce film, parce que du coup, il y a Lian Cho, mais il y a aussi Maëlys Valade, et j'ai eu la chance de les interviewer tous les 2. J'ai eu aussi la chance d'interviewer le directeur artistique, Edine Noël, donc j'insérerai parfois de courts extraits de ces interviews dans ma vidéo, mais sachez que pour écrire mon script, je me suis basée sur nos échanges et sur aussi ce que j'ai pu lire sur internet, d'autres interviews qu'ils ont pu donner. D'ailleurs, eux ou d'autres membres de l'équipe, parce que rappelons-le, un film d'animation, ça demande quand même énormément de gens à être créé, et pour ce film, il y a eu pas moins de 170 personnes qui ont bossé dessus, donc on peut vraiment les applaudir, et franchement, je me sens hyper chanceuse d'être rentrée en France pour pouvoir voir ce film au cinéma, parce que c'est vraiment une pépite. Moi, j'ai vraiment adoré. Mes attentes étaient très hautes, et pourtant, je n'ai pas été déçue, donc ça, c'est quand même assez fou. Et ouais, j'ai vraiment été conquise par Amélie et la métaphysique des tubes, et donc, sans plus attendre, entrons dans l'histoire qui est l'adaptation d'un livre pour adultes. Le livre dont il est adapté est La métaphysique des tubes, et c'est le 9e roman d'Amélie Nothomb. Alors j'en conviens, le titre fait très pompeux et t'as l'impression que ça va être compliqué de le lire, quoi. La métaphysique, t'as l'impression que ouais, ton cerveau va exploser. Et pourtant, c'est vraiment tout le contraire. Si jamais vous êtes pas très lecture, je vous conseille vraiment de le lire, parce que c'est bien écrit, ça se lit tout seul, et surtout c'est très drôle. Et encore une fois, un livre facile ne veut pas dire un moins bon livre, ça veut juste dire qu'il est plus facilement accessible. Mais je m'égare. Le film, comme le livre, raconte donc les 3 premières années de vie d'Amélie. Et Amélie, eh bien, elle va naître au Japon. Donc ces 3 premières années de vie, qui sont quand même marquantes et constituantes, elle va les passer au pays du soleil levant. Elle est née là-bas parce que son père était ambassadeur de Belgique au Japon. Et au vu de ce joyeux mélange, Amélie, c'est une petite fille qui ne comprend pas au départ comment trouver sa place dans ce monde, mais qui va être aidée heureusement par 2 grandes figures, sa grand-mère et puis Nishio-san. Sa grand-mère, elle va leur rendre visite après la naissance d'Amélie, et Nishio-san, c'est une femme qui va être embauchée par la propriétaire des lieux où vivent donc la famille Nothomb, parce qu'ils vivent dans une grande maison traditionnelle japonaise magnifique, avec des portes coulissantes, un jardin luxuriant, vraiment la bourgeoisie à la japonaise. Eux, ils vivent là-dedans, sauf que ils galèrent un petit peu à tenir leur foyer. La maison est en bordel total, il y a des affaires absolument partout. Les enfants ont même dessiné sur les portes coulissantes. La grand-mère, elle rentre dans la maison traditionnelle japonaise sans enlever ses chaussures, ce qui est une aberration. Vraiment, je pense que la propriétaire des lieux avait envie de décéder. Et d'ailleurs, elle pète un câble au moment où un des enfants va lancer, je sais plus si c'est un jouet ou un caillou, de l'intérieur de la maison, il va le lancer sur la fenêtre et une des fenêtres va se briser. Et là, la propriétaire, elle se dit, non mais là, c'est plus possible. Je ne peux pas laisser ma maison à des étrangers aussi peu éduqués. Kashima-san, c'est une femme dure qui voit d'un très mauvais œil l'arrivée de ces étrangers qui ne font
que des impairs. Et Kashima-san, donc la propriétaire, va embaucher Nishio-san pour qu'elle aide cette famille belge à faire le ménage. C'est donc pour cette raison que Nishio-san arrive dans leur vie et absolument toute la famille est soulagée et surtout Amélie va trouver en Nishio-san une figure maternante et va vraiment se lier d'amitié avec elle. Elles passeront leur journée ensemble et cette situation ravit l'enfant, les parents et Nishio-san. Par contre, ce n'est pas le cas de la propriétaire Kashima-san qui voit d'un très mauvais œil qu'une japonaise se rapproche d'étrangers. Nishio-san, Nishio-san, Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Il est très tôt. je voulais te voir pour lire la suite des monstres, mais j'ai laissé le gros livre dans la cuisine. Allons le chercher. Aussi, il est important de dire que La métaphysique des tubes est un livre semi-autobiographique. Et faire un travail d'adaptation, c'est toujours un jeu d'équilibriste. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur l'imaginaire du studio Ponok, mais une adaptation c'est compliqué parce qu'il faut vraiment choisir qu'est-ce qu'on va utiliser du matériau d'origine, qu'est-ce qu'on va respecter et qu'est-ce qu'on va changer pour la compréhension du récit. Parce que écrire un livre, aussi petit soit-il, ça n'a aucun rapport avec faire un film, parce que dans un livre, il n'y a pas d'image, il n'y a que du texte, donc ça repose vraiment sur la narration, mais faire un film, c'est totalement différent, et puis évidemment, au-delà du format, il y a aussi la longueur. Rajouter 10 minutes d'animation, ça veut dire faire bosser des centaines de personnes pendant des centaines d'heures encore, parce que l'animation, c'est un travail d'orfèvre, et quand on voit Amélie et la métaphysique des tubes, on le comprend. Donc, dans ce film, il y a eu évidemment une contrainte au niveau de ce qu'ils allaient pouvoir raconter, mais aussi une contrainte de temps. Et je trouve qu'ils ont vraiment hyper bien réussi ce pari. D'ailleurs, si jamais vous voyez ou revoyez ce film, vous allez voir que le rythme est assez effréné, il n'y a pas de longueur, ça avance, ça enchaîne. Et j'ai trouvé ça plutôt agréable parce que ça pourrait être un film très contemplatif vu la beauté de ce film, mais au final, l'histoire nous prend, on avance quoi. Il n'y a jamais un plan pendant des minutes entières avec une belle musique et tout, non. Là, le film, il est juste magnifique et il nous dit « Je suis magnifique et j'ai aussi des choses à vous raconter, donc allez, on y va, on n'a pas que ça à faire, c'est parti !» Et franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment très appréciable, parce qu'ils auraient pu en faire des tonnes sur la beauté de leurs dessins, leurs traits et tout, mais comme je vous le disais, le rythme ne s'essouffle pas, c'est vraiment, je trouve ça hyper bien écrit et bien pensé, surtout bien scénarisé, et je me suis donc demandé, est-ce que Amélie Nothomb leur avait donné des directives ou des conseils aux réalisatrices pour savoir quelle scène adapter ou non, mais il s'avère que non. Ça, c'était une aubaine pour nous parce que c'est notre premier film et que c'est une chance. On a travaillé avant sur d'autres films où il y avait des auteurs et c'est parfois compliqué et tiraillant. Et là, on n'a pas du tout eu cette problématique-là. Liberté totale, en fait. Et en plus que son livre à la base, ouais, c'est une autobiographie romancée, une autofiction. Donc il y a plein de petits trucs déjà qui sont inventés. Bien sûr, Donc ouais. ça devient un petit peu la légende d'Amélie. Amélie Nothomb, quand elle a découvert le film, elle a été extrêmement touchée par l'histoire. Son père étant en plus décédé il y a quelques années, ça lui a fait vraiment quelque chose de le redécouvrir à l'écran. Pourtant, son œuvre, La métaphysique des tubes, n'a pas été respectée à la lettre. Il y a beaucoup de modifications qui ont été apportées, et même des événements qui ont été créés de toutes pièces, comme la cérémonie traditionnelle d'Obon, qui est une cérémonie qui se passe en été, où on vient honorer les morts en plaçant des lanternes, parfois des lanternes dans des rivières. Et c'est une belle symbolique d'avoir ajouté cette scène dans le film, vu que le thème central de ce film, Amélie et la métaphysique des tubes, est, pour le réalisateur et la réalisatrice, le thème de la mort et du deuil. Et là, on pourrait se dire, mais c'est pas trop dur d'aborder ce sujet pour des enfants aussi petits, parce que Amélie et la métaphysique des tubes a été conçue pour être compréhensible par tout le monde, que ça soit des enfants ou des adultes. Et surtout, c'est une adaptation d'un livre pour adultes, donc est-ce que les enfants auront les clés pour tout comprendre? Et est-ce qu'ils sont vraiment une cible pour ce film? Et bien sûr, il y a, comme on le disait tout à l'heure, ce grand défi de la cible, faire en sorte que le film puisse atteindre tous les publics, car avec Malice, nous tenions absolument de garder, autant que faire se peut, cette patte littéraire qu'a Amélie Nothomb. Et effectivement, on a toujours l'impression que les enfants ne sont pas capables de comprendre certaines choses, quoi. Des mots compliqués, effectivement. Alors qu'en fait, avec Malice, nous pensions que non. Ils les comprennent d'une manière différente que nous les adultes. Nous pensons sincèrement que les enfants peuvent comprendre les choses d'un certain angle, tandis que les adultes le comprennent d'un autre. Et ça forme vraiment, voilà, un film intergénérationnel, quoi. Et bien sûr, les thèmes, les grands thèmes qui sont très durs, comme les Et thèmes... on est
tous les deux très militants de ne pas prendre les enfants pour des idiots. Donc fait, on n'a pas peur, enfin nous personnellement, d'aborder des thèmes difficiles parce qu'en plus, les enfants vont peut-être voir le film autrement et finalement ne peut-être même pas sentir ces clés, peut-être inconsciemment. Alors que les adultes qui voient ce film, ils les sentent ces clés. Ils voient que la grand-mère et puis Nishio-san sont les sauveuses d'Amélie. Et c'est notre but, c'est de donner comment dire, de l'espoir, une force de vie, quelque chose qui fait qu'on choisit plutôt la lumière plutôt que l'obscurité. Absolument, quoi. Si Maëlys Valade parle de choisir la lumière plutôt que l'obscurité, c'est bien parce que des questions profondes sont posées dans ce film. Est-ce qu'on choisit de vivre et de s'ouvrir au monde, ou au contraire on se renferme et on se laisse partir? Parce qu'Amélie, du haut de ses 3 ans, est traversée par des envies suicidaires. Mais le but de ce film, évidemment, ce n'est pas de faire du voyeurisme ou de ne pas respecter les personnes qui ont ce genre de pensée, mais bien de montrer comment l'environnement de quelqu'un peut le pousser à choisir la vie plutôt que de disparaître. Alors oui, au départ, quand je vous ai résumé l'histoire, ça paraissait tout mimi, tout gentil, avec plein de couleurs et tout, ils sont au Japon, trop bien. Mais alors sachez que ça l'est toujours, ça n'enlève rien à l'histoire, même ça la rend en fait beaucoup plus profonde et beaucoup plus réelle. Et ce n'est pas du tout, en plus de ça, une énorme partie du film. C'est une partie de la conclusion, mais pas que. Il y a plein d'autres thèmes qui sont abordés, comme par exemple l'amitié énorme entre Nishio-san et Amélie, le fait qu'elle se lie d'amitié et que Nishio-san lui montre la culture japonaise, peut-être qu'un enfant va plutôt retenir cette partie-là. Et peut-être même qu'il y a des adultes qui n'avaient pas vu le côté pensée suicidaire de Amélie, parce que c'est possible aussi de passer à côté. Et cette question de l'accessibilité, moi je la trouve hyper intéressante. Et ça se retrouve aussi dans le choix d'écriture de ce film. S'il y a des gros fans d'animé, d'animation japonaise et tout parmi nous, sachez que vous allez peut-être un petit peu tiquer. Je vous avoue, en voyant ce film, moi c'était mon cas au début, parce que l'histoire se passe au Japon. Amélie grandit au Japon et élevée en partie par une japonaise, Nishio-san. Elle se considère elle-même comme étant japonaise. Et donc, pourquoi est-ce que ce film est uniquement en français? Montre-moi comment on écrit mon prénom en japonais. Et pourquoi ce film n'est pas en fait en alternance de scènes en japonais et de scènes en français? Par exemple en japonais quand Nishio-san et Amélie discutent, et en français quand elle parle avec sa famille. Mais pour ça, j'ai posé la question au réalisateur et ils m'ont donné des éléments de réponse. Première raison déjà, les producteurs voulaient que ce film puisse se vendre au maximum à l'international, et pour ça, la question de la facilité de traduction a été posée. Si le film est entièrement en français, par exemple, un distributeur portugais peut racheter les droits du film, le traduire entièrement en portugais, et c'est bon, pareil pour le Japon, la Corée ou les Philippines. Chacun peut mettre ça dans sa langue. Et deuxièmement, à mes yeux, le plus important, il voulait que les enfants aient accès à la totalité du film. S'il y avait des passages en japonais, il y aurait forcément eu des sous-titres. Or, lire rapidement des sous-titres, on n'apprend pas ça rapidement. Ça prend quelques années et donc forcément ce serait pour des enfants plus âgés et ça fermerait la compréhension du film pour une partie du public. Et ce n'était certainement pas leur but. Puis pour moi, il y a une autre façon avec laquelle ils ont rendu ce film accessible, c'est par sa beauté. Oui, depuis le début de cette vidéo, je n'ai pas parlé de l'évidence qui crève les yeux, c'est que ce film est beau. C'est si beau, c'est si beau, et la représentation dans ce film du Japon m'a fait retomber un petit peu amoureuse de ce pays, parce que je vous avoue que j'y ai passé quasiment 2 ans et demi dans ma vie, et que, politiquement, je suis pas du tout alignée avec ce qui s'y passe, et que vivre au Japon, c'est carrément différent que d'y aller en tant que vacancier. Donc moi, mon amour du pays s'était un petit peu dégradé. Mais alors là, le voir sublimé avec des couleurs pareilles, des musiques, parce que j'ai pas parlé des musiques, mais elles sont vraiment trop bien. Si j'arrive au niveau du copyright, normalement j'en insérerai dans cette vidéo, mais je suis pas sûre. Mais ouais, les musiques sont trop belles, les textes sont trop beaux, tout est magnifique, et ça m'a rappelé pourquoi, comme Amélie, à une époque, je suis tombée amoureuse de ce pays.
La couleur, c'était un enjeu majeur du film. Le directeur artistique, Edine Noël, l'a travaillé en collaboration avec Justine Thibault et Simon Dumonceau, afin de rendre aussi le film compréhensible visuellement. Par exemple, dans cette optique-là, chaque personnage du film est thématisé sur une couleur. Et ça a été, on va dire, le socle principal de notre réflexion sur l'ensemble du film. Amélie, c'est la couleur verte, Nishio-san, la couleur jaune, elle est thématisée sur le soleil, elle est thématisée sur la chaleur, etc. Et Kashima-san, par exemple, c'est la couleur violette. À partir du moment où on a eu ça, quand on se pose des questions sur la couleur dans ce film spécifiquement, on a été très radicaux, en fait, sur l'utilisation de cette couleur. Quand c'est vert, quand Kashima-san est à l'écran, c'est violet, il y a du violet. Par exemple, quand Amélie, elle vient tamponner Kashima-san en remontant l'escalier après être allé voir Nishio-san, l'environnement est plutôt violet. De la même façon, on n'a pas de présence de Nishio-san à la plage, mais le parasol est d'un jaune hyper éclatant, et en fait elle est complètement entourée par ce jaune, qui est la présence en fait de Nishio-san avec Amélie, par la couleur. Et ça, c'est un outil assez puissant qui nous permet, dans le film, à plein de moments, on a ce genre de choses qui ont été utilisées, et qui nous a servi vraiment de guide et un peu de bible pour pouvoir créer les couleurs aussi du film. C'est-à-dire que c'est pas juste parce que c'est joli. Derrière, il y a quand même un gros travail de réflexion sur l'inconscient. Toucher le spectateur vraiment émotionnellement et créer la présence ou l'absence de personnages dans l'esprit d'Amélie et dans son regard. Et cette Amélie, vu qu'on parle d'elle, qu'est-ce que je m'y suis attachée. J'ai vu ce film 2 fois au cinéma et j'ai vraiment beaucoup aimé mes 2 visionnages, avec même une préférence pour le 2e parce que j'ai vraiment pu comprendre le film encore plus en profondeur, notamment me focus sur les textes et sur la beauté des textes. Vraiment, je trouve que ce film, Amélie, la voix off est extrêmement bien écrite. Et puis en plus de ça, dans mon 2e visionnage, j'ai pu aussi prêter attention au choix des couleurs et à par exemple ressentir la force rayonnante de Nishio-san. Vraiment, quand il parle d'avoir choisi la couleur jaune, bah là vraiment quand je l'ai su, ça m'a sauté aux yeux et c'était hyper agréable comme sensation. Et franchement, ce film est absolument une réussite et je tiens aussi à reparler de ça. C'est que un film d'animation pareil, qui a demandé autant d'années pour être créé, ça n'a pas pu être fait en un claquement de doigts et évidemment, il y a eu des centaines de personnes qui ont bossé dessus. Vraiment, merci à vous de vous être démenés pour créer un film pareil. C'est une véritable réussite. Vraiment, j'ai adoré. Et je suis aussi désolée parce que j'aurais vraiment voulu que cette vidéo sorte pour la sortie du film, parce que j'aurais voulu pousser les gens à aller au cinéma. Et je suis désolée, je fais ça vraiment hyper tard. Enfin là, c'est la 4e semaine d'exploitation de ce film au moment où je tourne cette vidéo. Je suis dégoûtée d'avoir raté le coche, mais ouais, donc je m'excuse. Mais vraiment, merci à vous de m'avoir ouvert les locaux et de m'avoir permis d'interviewer donc le réalisateur et la réalisatrice et le directeur artistique. Merci beaucoup pour votre temps. Et merci aussi pour votre temps, chers viewers, vieweuses ou autres. Merci aussi à toutes les personnes qui me soutiennent sur Patreon et sur Ko-fi, vous permettez de faire vivre un petit peu la chaîne. Et d'ailleurs, sachez, parce que je ne le précise absolument jamais, mais vous pouvez acheter ma première BD en version numérique sur mon Patreon et mon Ko-fi. Elle coûte 5€ et elle a été adaptée pour la lecture en format vertical. Exactement comme un webtoon, vous avez juste à charger le PDF sur votre téléphone et à scroller et en fait à la lire. C'est une BD qui fait normalement 180 pages, là tout est résumé dans un gros PDF. Je réponds d'ailleurs à la question si vous allez me demander est-ce que c'est possible d'acheter la BD en format papier. Alors non, j'ai tout vendu parce que c'est une BD que j'ai fait il y a longtemps, pas si longtemps que ça. Mais en tout cas, tous les exemplaires ont été vendus. Donc, vous pouvez la lire uniquement en format PDF. Et pour ça, vous avez donc à aller sur mon Patreon et sur mon Ko-fi. Cette BD, elle date, il me semble, de 2021. J'avais fait un crowdfunding pour la faire. Et ça me ferait trop plaisir qu'il y ait des gens qui la découvrent aujourd'hui. Alors, bien sûr, mon style graphique a beaucoup évolué parce que c'est une BD que j'ai faite entre guillemets il y a longtemps. Mais je l'aime toujours autant et elle raconte une partie de mes aventures à Yakushima, donc une île japonaise sur laquelle je suis allée pour faire un petit peu de vélo et surtout de la randonnée. Mais je vous en dis pas plus parce que vous le verrez dans la BD si jamais vous l'achetez. Voilà, et sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Amélie et la métaphysique des tubes. J'espère que vous allez le voir au cinéma si jamais ça passe encore. Et sur ce, je vous fais des bisous, c'était Lapin, à très bientôt.